Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film The Descent, réalisé en 2005 par Neil Marshall. Vu le thème de la chaîne, c'est pas étonnant que je vous en parle, puisque c'est un film dont le casting est presque exclusivement féminin. Il s'agit d'un film britannique qui met en scène une bande d'amis qui partent faire de la spéléologie, mais dans une grotte qui malheureusement va s'avérer pas super fréquentable. C'est un film ô combien sanguinolent, plein d'histoires d'ego, de jalousie et de ressentiment. En somme, le cocktail parfait pour produire ce qu'Aristote appelle le phénomène de catharsis. Et c'est bien de l'effet cathartique des films d'horreur dont je vais vous parler aujourd'hui à travers l'exemple de The Descent. Mais j'y reviens dans quelques instants, d'abord je vais vous présenter les personnages. Alors dans cette fameuse bande d'aventurières, on a l'héroïne, Sarah, incarnée par Shona McDonald, qui essaye petit à petit de reprendre goût à la vie après la mort de son mari et de sa fille dans un accident de voiture un an auparavant. Sarah, elle est un petit peu éteinte par ce drame, alors ses amis vont essayer de lui changer les idées avec l'exploration d'une grotte, pourquoi pas, parce que ça faisait longtemps qu'elles s'étaient pas retrouvées pour vivre des sensations fortes ensemble. Bon, alors c'est sûr qu'elle pensait pas que les sensations allaient être fortes à ce point-là. Parmi ses amis attentionnés, il y a Juno. Juno, incarnée par Nathalie Mendoza, c'est celle qui organise l'expédition, mais c'est aussi la plus égocentrique qui se prend un peu pour la Lara Croft du groupe. We're leaving at 7. Don't be late. Try that. Alors pour cette vidéo, je vais me concentrer sur ces deux personnages plutôt que sur un seul, parce que Sarah et Juno sont vraiment complémentaires et indissociables dans leur évolution au cours du film. What are you doing? I just saw something ahead in the tunnel. Bon alors maintenant je vais vous rappeler ce que c'est que cette fameuse catharsis, pour celles et ceux qui remettraient pas trop bien. Dans la poétique, Aristote dit que la tragédie grecque doit faire ressentir deux sentiments particuliers au spectateur, la terreur et la pitié. S'opère alors ce qu'il appelle une purgation des passions, c'est-à-dire qu'en ressentant ces émotions face aux actions des personnages qui se laissent gouverner par leurs mauvaises passions, le spectateur doit être dissuadé d'agir comme eux. Au cinéma, de nos jours, c'est clairement le genre de l'horreur qui assume le plus cette vocation. C'est par excellence le genre qui tend à susciter la terreur et la pitié, et aussi à nous montrer tout plein de choses méchantes que parfois on aimerait pouvoir faire, mais dont on est soulagé de voir des personnages de fiction les faire à notre place, et surtout rassuré de les voir punis pour ça. Bon alors tout ça, je suis loin d'être la première à le dire, mais ça m'intéressait beaucoup d'en parler, et surtout d'exemplifier avec les personnages de The Descent. A partir de maintenant, je vais un petit peu raconter toute l'histoire, alors si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir, parce qu'il est vraiment cool, et de revenir plus tard. Comme je le disais, pour que s'opère le phénomène de catharsis, les personnages de la pièce doivent vous faire éprouver la terreur et la pitié. Pendant la première partie du film, le personnage de Sarah est clairement là pour vous faire éprouver la pitié, et le personnage de Juno pour vous faire éprouver la terreur. C'est ce que je vais commencer par démontrer. L'ouverture du film est là pour plus ou moins formater l'esprit du spectateur à penser en ce sens. Dès les premières minutes, on a des plans qui mettent en parallèle Sarah, la gentille maman heureuse qui prend soin de sa fille, et des plans qui montrent Juno et le mari de Sarah un poil trop proches. Donc d'emblée, Sarah c'est la brave femme avec qui on compatit, et Juno une traîtresse qui couche sans doute avec le mari de son ami. Dans la première partie du film, Sarah est souvent filmée de manière à nous faire penser qu'elle est une petite chose fragile. Par exemple, quand elle apprend la mort de sa fille à l'hôpital, elle est filmée en plongée et la caméra tourne autour d'elle pour symboliser le tourbillon de désespoir dans lequel elle est en train de tomber. Là, on est vraiment dans l'archétype de scénario et de mise en scène fait pour inspirer la compassion. Plus tard dans le film, quand elles sont descendues dans la grotte, Sarah se retrouve coincée dans un boyau. Elle est très petite dans le cadre, on ne voit que sa tête et tout est noir autour d'elle. C'est un sacré combo pour ôter toute forme de puissance à un personnage. Et par ces mêmes procédés, on rend le spectateur claustrophobe. C'est créer du lien dans la vulnérabilité entre Sarah et nous. Et le résultat, c'est que, encore une fois, on a pitié d'elle. Du côté de Juno, on a des plans comme celui-ci, ou comme celui-là, qui font sentir qu'elle sait des choses que ses amis ne savent pas, mais qui les concernent. Et pour cause, forcément, elle savait qu'elle avait une aventure avec le mari de Sarah, et elle sait aussi qu'elle va amener ses amis, à leur insu, dans une grotte jamais découverte auparavant, et donc potentiellement dangereuse. Bon, elle pensait leur faire une surprise, c'est sûr que ça va être une sacrée surprise. Juno, c'est aussi celle qui semble être la mieux préparée à cette expédition. C'est visiblement la plus sportive, et aussi elle adopte le parfait petit look de Barbie spéléologie. You okay? No. See you down there. Gardez bien ce plan en tête parce qu'il va nous servir plus tard. Après la scène dont je vous ai parlé où Sarah a été coincée, la bande se retrouve vraiment bloquée dans la grotte puisque le boyau par lequel elles sont arrivées s'est effondré. C'est à ce moment-là qu'on apprend que c'est Juno qui les a bien mises dedans, puisqu'elle avoue qu'elle leur a menti et que personne ne sait où les chercher. Au premier visionnage, le film devient alors manichéen entre Sarah la gentille et Juno la méchante.
Le moment où le personnage de Juno devient le plus synonyme de terreur, c'est lorsque les créatures cavernicoles ont commencé à attaquer les meufs, et que Juno plante son piolet dans la gorge de son amie Bess, pensant qu'il s'agissait d'une des créatures. Ça, c'est déjà assez terrifiant en soi, mais complètement abasourdie par ce qu'elle vient de faire, Juno décide de laisser son amie pour morte plutôt que de l'aider. Le cadre s'éloigne lentement de Bess, agonisante et suppliante, et Juno disparaît dans le noir. Comme ces plans nous font accompagner le personnage de Juno plutôt que de rester avec Bess, c'est une manière habile d'interroger le spectateur sur ce qu'il aurait fait dans la même situation. Juno apparaît à ce moment-là comme un personnage capable de faire des choses horribles, et surtout de persister dans cette voie plutôt que d'essayer de réparer le mal qu'elle a fait. Mais c'est justement là que le film va changer de direction. Pour revenir à la définition de la catharsis, la tragédie doit, pour purger les passions du spectateur, lui montrer les terribles conséquences de ces mêmes passions. Mais selon Aristote, pour que cela fonctionne, un personnage ne peut pas être ni totalement bon ni totalement mauvais, sans quoi on n'éprouve que de la terreur ou que de la pitié, et il n'y a ni réelle identification, ni réelle mise en garde. C'est pourquoi, après ce point culminant de l'accident entre Bess et Juno, le film va rééquilibrer le ratio terreur et pitié, aussi bien pour Sarah que pour Juno. Alors déjà, une identification avec Juno plutôt qu'avec Sarah commence à se mettre en place dans cette scène de l'accident avec Bess. Lorsque celle-ci arrive vers son amie, le plan subjectif est rapide et nerveux, de manière à nous faire penser à nous aussi qu'il s'agit d'un mutant sur le point d'attaquer Juno. On comprend alors très bien comment elle a pu faire cette erreur, et on se dit même qu'on aurait sans doute fait pareil si on avait eu d'aussi bons réflexes. Du coup voilà, ce moment censé ériger Juno en grande méchante est déjà biaisé par la mise en scène qui nous montre que son erreur initiale était compréhensible. Du côté de Sarah, lorsqu'elle trouve Beth à moitié morte, qui lui annonce que Juno se tapait son mari, que c'est elle qui lui a transpercé la gorge, et qu'accessoirement elle serait bien aimable de mettre un terme à ses souffrances en lui aplatissant le crâne, ben il y a quand même un petit quelque chose qui change en Sarah. Adieu la petite chose fragile, maintenant elle est vénère. À partir de là, elle va prendre les devants et mener les actions. Arrive le plan jumeau maléfique de celui qui montrait Juno en Lara Croft première de la classe. Maintenant c'est Sarah qui s'impose comme étant la vraie survivor du groupe et qui s'est le mieux adaptée aux conditions. Et ça passe plus par un look bien crade et sanguinolent et par un montage haché plutôt que par un travelling bien propre. C'est littéralement le jour et la nuit. Et donc à partir de là, c'est Sarah qui commence à nous inspirer la terreur. Bah oui, parce que là elle est relativement flippante, tant et si bien qu'on va commencer à se demander jusqu'où elle va aller pour survivre et aussi pour se venger. D'ailleurs la réponse ne se fait pas d'attendre, puisqu'elle va finir par charcuter sans un mot la jambe de Juno, après lui avoir fait comprendre qu'elle est au courant pour Beth et pour sa liaison avec son mari. Les cadres sur Sarah sont débulés, c'est-à-dire bancals, tandis que ceux sur Juno sont droits. Sarah n'est alors plus gouvernée par aucune forme de droiture ou de morale, mais par ses mauvaises passions. En l'occurrence, la colère et le désir de vengeance. En pétant le genou de sa pote, elle la condamne à une mort terrible, puisque Juno est vite cernée par les trucs mi-homme, mi-proté. Alors là, j'en profite pour faire un mini aparté pour dire que c'est vraiment dommage, parce qu'on avait enfin un casting féminin avec une écriture de personnages non genrés, c'est-à-dire que c'est des femmes auxquelles on s'intéresse pour autre chose que pour leur vie sentimentale ou sexuelle. Puis là, voilà, on se retrouve dans cette situation où l'une d'entre elles se retrouve à faire ça à une autre, au prétexte qu'elle a couché avec son mari. Bon voilà, on en revient à une conception des personnages féminins qui ne peuvent être réellement nus que par des questions d'histoire d'amour. Ou de maternité, parce qu'il y a ça aussi. Bon, c'est dommage. Bref. Tout ça pour dire que, dans la deuxième partie, le film rééquilibre les sentiments de pitié et de terreur entre les deux personnages. D'ailleurs, quand on revoit le film, on note qu'il y a pas mal de petits moments, même dans la première partie du film, où on essaie de nous faire comprendre que Juno n'est pas que mauvaise. On se dit qu'elle était vraiment amoureuse du mari de Sarah, et que même si ça se fait pas de fricoter avec le mari de son amie, elle a dû être vraiment triste suite à l'accident de voiture, et aussi, par plusieurs moments, elle prouve qu'elle tient vraiment à Sarah. I'm not leaving without Sarah. C'est là qu'intervient le deuxième stade de la terreur dans le principe de la catharsis. En voyant le destin funeste qui attend les personnages, on est censé être dissuadé d'agir de la même manière et de se laisser aller à faire ce genre de choses. Même si notre besta couche avec notre mec ou avec notre meuf. Et donc c'est pas pour rien si à la fin, personne ne s'en sort. Tout comme dans beaucoup de tragédies, les personnages meurent, punis de leur folie par la colère divine. Non sans nous avoir demandé par cet unique regard caméra qui brise le quatrième mur, ce que nous on aurait fait à leur place. Cette dimension cathartique, vous pouvez la retrouver dans énormément de films d'horreur et pas que, de même que The Descent peut être analysé de plein d'autres manières différentes. Moi je trouve que la complémentarité des personnages de Sarah et Juno fait que le film permet d'exemplifier particulièrement bien ce principe. Pour Aristote, la catharsis permettait au théâtre de rendre les gens meilleurs en exorcisant leurs mauvaises pulsions et en les dissuadant d'y céder. Mais avant ça, Platon, de son côté,
pensaient qu'au contraire, le théâtre excitait les passions et donc encourageait les gens à mal se comporter en leur montrant l'exemple. Ça, c'est un débat qui est encore court aujourd'hui au sujet des jeux vidéo et des films d'horreur. Bon bah voilà ce que j'avais à dire sur The Descent, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Si vous êtes mes anciens profs de philo, je suis désolée, j'espère que vous trouverez pas que j'ai raconté n'importe quoi, et à très vite!